3 semaines après son placement en détention dans l'affaire des Boeing 777, le DG de l'aviation civile n'est enfin limogé qu'hier, une lenteur qui alimente les soupçons de protection ou de manœuvre en coulisses. Prévu depuis 2024 mais sans cesse repoussé, l'installation des équipements destinés à produire 105 MW à Mboumanamboul est de nouveau annoncée pour dans 15 jours, selon le Conseil des ministres hier. L'opposition reste toutefois sceptique et dénonce une promesse sans véritable plan d'action. Le limogeage du directeur général de l'aviation civile de Madagascar, ACM, a été acté hier en Conseil des ministres. Pourtant, ce dernier avait déjà été placé en détention provisoire depuis le 22 août dans le cadre de l'affaire du Boeing 777. Il figurait parmi les 23 personnes poursuivies. 3 semaines plus tard seulement, le gouvernement a pris la décision de l'écarter de ses fonctions. Une lenteur qui interroge. Selon plusieurs acteurs politiques, un responsable impliqué dans un dossier aussi sensible aurait dû être immédiatement démis afin de préserver les preuves et garantir la transparence de l'enquête. Pourquoi avoir attendu 3 semaines, s'interroge-t-il. Était-ce une volonté de protéger l'intéressé ou l'existence d'arrangements en coulisses? Cela soulève de nombreuses questions. Dans ce type d'affaires, la règle est claire. On protège les preuves. Qu'il s'agisse des suspects ou des éléments susceptibles de disparaître, rien ne doit être négligé. Alors pourquoi ne pas avoir démis de suite le premier suspect présumé? Être suspect ne signifie pas être coupable, certes, mais cela lui a donné tout le temps nécessaire pour effacer des traces. Le directeur général de l'ACM a ainsi disposé de toute la latitude possible. Qu'a-t-on donc voulu protéger et qu'a-t-on laissé disparaître? Son ordinateur, son téléphone et l'ensemble de son bureau auraient dû être placés sous protection afin de l'isoler complètement de l'ACM. Au-delà de ce limogeage, l'attention se porte désormais sur l'ancien ministre des Transports, dont le rôle reste à éclaircir. Contrairement aux autres mises en cause, il n'a pas été placé en détention et aucune instruction n'a encore été ouverte à son encontre. Sa situation relève de la Haute Cour de la Justice HCJ, mais pour que la procédure soit enclenchée, il faut d'abord obtenir l'aval des 2/3 des députés de l'Assemblée nationale. Selon les dernières informations, le dossier se trouve déjà entre les mains du doyen des juges d'instruction du pôle anticorruption, PAC, mais aucune suite n'a été donnée jusqu'ici. La question est désormais de savoir si les parlementaires auront le courage de laisser l'enquête suivre son cours ou s'ils céderont à d'éventuelles pressions venues d'en haut. En tant que citoyen et homme politique, et puisque la majorité parlementaire leur appartient, j'attends que le processus judiciaire soit engagé afin que la vérité éclate au grand jour. À ce stade, il ne s'agit pas de condamner le ministre, mais de permettre à la Haute Cour de justice de mener rapidement son enquête. Si l'État invoque la tenue d'une session ordinaire ou des conditions non réunies pour retarder la procédure, alors même qu'il a déjà sollicité une assistance extérieure, comme celle du FBI, cela ne peut qu'alimenter les interrogations. Il est essentiel d'aller au bout des investigations pour identifier les commanditaires, les complices, ainsi que ceux qui étaient informés mais ont gardé le silence. Un tel scénario ne ferait que confirmer l'image de Madagascar, devenu un état de non-droit. De nombreuses zones d'ombre persistent dans cette affaire à fort retentissement. La transparence sans cesse réclamée par l'opinion peine à se manifester. Or, c'est bien l'image internationale de Madagascar qui se joue dans ce scandale de haut niveau. Les regards se tournent vers les députés, majoritaires au sein de l'hémicycle, de qui dépend la possibilité de faire émerger la vérité. Le gouvernement a de nouveau promis, lors du Conseil des ministres hier, que les équipements destinés à produire 105 MW d'électricité à Mboumanamboul seront installés dans 2 semaines. Ces matériels, arrivés à Touamaslan en 2024, n'avaient pas pu être mis en place en mars 2025 comme prévu initialement. Le projet de mise en service des équipements de 105 MW à Mboumanamboul refait donc surface, alors que les délestages s'intensifient. Pourtant, le 30 octobre 2024, le président Andry Rajoelina avait fixé le début du mois de mai comme date butoir pour l'achèvement des travaux.
Je vais vous annoncer une excellente nouvelle décidée lors de notre réunion tout à l'heure, l'installation d'une centrale de 105 MW. Cette mise en place permettra à la Jirama de ne plus recourir à la location. La centrale sera opérationnelle avant le début du mois de mai. Le 21 novembre 2024, le Premier ministre s'était déplacé à Tuamasin pour accélérer l'acheminement de ces équipements conformément aux instructions présidentielles. Mais à la fin du mois de mars, aucun progrès n'avait été constaté. Les matériels restaient bloqués au port. En juin 2025, le ministre des Travaux publics avait expliqué que les 13 ponts sur le trajet ne pouvaient supporter le poids des engins, certains datant de plus de 70 ans, et qu'ils devaient d'abord être renforcés. 2 mois plus tard, le 10 septembre 2025, le Conseil des ministres a finalement décidé d'accélérer leur transport vers Antananarivo. Le gouvernement assure que ces équipements seront installés d'ici 2 semaines pour produire les 105 MW nécessaires à l'approvisionnement de la capitale et de ses environs. Une annonce accueillie avec scepticisme par l'opposition qui dénonce des décisions précipitées sans véritable planification. Le président des jeunes MMM estime que cela fait près d'1 an que ces matériels sont bloqués et que les promesses répétées du pouvoir restent lettre morte. Les dirigeants prennent des décisions précipitées. Ce n'est qu'à l'arrivée des équipements à Tuamasin que l'on s'aperçoit que les routes ne sont pas adaptées à leur transport. 1 an plus tard, ces groupes n'ont toujours pas atteint Antananarivo. Et même s'ils finissaient par arriver, ils resteraient inutilisables, faute de carburant, celui-ci servant avant tout à faire fonctionner le téléphérique. Les dirigeants ne font pas de l'approvisionnement en électricité des habitants d'Antananarivo une priorité. Champion des promesses non tenues, accuse-t-on du côté de l'opposition qui déplore un pouvoir plus enclin à rejeter la faute sur d'autres qu'à apporter des solutions concrètes. Résultat, la crise de l'électricité et de l'eau perdure tandis que les coupures s'aggravent. Depuis 2024, le gouvernement a déjà annoncé au moins 4 fois l'installation imminente de cette centrale de 105 MW. Reste à voir si dans 2 semaines, cette nouvelle promesse se concrétisera enfin ou si elle s'ajoutera à la longue liste des engagements jamais respectés. Aujourd'hui encore, les délestages ont duré 10 heures dans certaines zones de la capitale, une situation qui alimente la colère de la population en attendant non pas de discours mais de solutions réelles. Le corps de l'homme connu sous le nom de Passi, accusé d'avoir décapité et prélevé les organes génitaux d'un enfant de 7 ans à Ndilamine, a été incendié par la population en colère. Abattu par les gendarmes locaux lors de son interpellation, sa dépouille a ensuite été livrée aux flammes par les habitants. Le crime d'une rare barbarie aurait été commis dans le cadre d'un rituel lié à l'exploitation de pierres précieuses dans la commune rurale de Bemens, district d'Ndilamine. Selon les gendarmes, Passi avait indiqué l'endroit où le sacrifice avait eu lieu, sur le mont Ambouibé, site de pratique occulte. Des traces de sang ont été retrouvées sur place. Passi, un homme d'une 40aine d'années, chercheur de pierres précieuses, dont le district a été retrouvé pas très loin du domicile des parents de l'enfant. Il a utilisé l'appareil génital de l'enfant de 7 ans en sacrifice. Il nous l'a dit lui-même lorsqu'il nous a indiqué le lieu du sacrifice. La découverte du corps sans vie de l'enfant le 7 septembre dernier avait provoqué une vive émotion. 3 suspects avaient d'abord été arrêtés avant que Passi ne soit identifié comme l'auteur principal. Blessé mortellement par balle lors d'un échange avec les forces de l'ordre, il n'a jamais révélé l'identité de ses complices. En raison, selon les enquêteurs, d'un serment occulte, les recherches se poursuivent pour retrouver ses éventuels acolytes. Des titres fonciers falsifiés auraient été distribués en guise de récompense politique après les dernières élections législatives dans le Fuktan d'Antanmalandi, commune rurale de Tsarmanjous, district d'Ambadboueni. Une situation qui crée aujourd'hui des tensions puisque les terrains concernés disposent déjà de propriétaires légitimes munis de certificats fonciers réguliers. En 2024, la commune a intégré près de 47 hectares de terrain situés à Antanmalandi dans le domaine communal avec un plan régulier attestant
attestant que la parcelle était libre de tout occupant après vérification par les services fonciers. Or, ces mêmes terres avaient déjà fait l'objet d'une distribution de certificats fonciers en 2022 lors d'une opération de délivrance massive organisée par l'État. Certains documents délivrés récemment se relèvent être des faux, antidatés pour coïncider avec la campagne de régularisation menée par le ministère. Une vaste distribution de certificats fonciers avait déjà été réalisée en 2022 sur ces terrains. Or, lors d'un inventaire parcellaire, nous avons découvert avec surprise que d'autres certificats avaient encore été délivrés par la suite. Les certificats émis initialement sont bien enregistrés dans ce que l'on appelle un inventaire parcellaire systématique et stratifié. En revanche, ceux délivrés ultérieurement ne figurent pas dans nos registres et pourraient, le cas échéant, être annulés par décision de justice. Les habitants qui exploitent et entretiennent ces terrains depuis des années refusent de se laisser déposséder. Une inspection officielle avait d'ailleurs été menée, mais des dossiers sans preuve valable ont été remis au maire. Ce dernier aurait attribué les terres litigieuses comme contrepartie au soutien électoral reçu selon des témoignages recueillis sur place. Le maire projetait de se présenter aux élections législatives et avait fait la promesse de nous donner ces terres si on le soutenait. Les propriétaires lancent un appel au ministère concerné ainsi qu'aux autorités compétentes, notamment le Bianco et le pôle anticorruption PAC, pour qu'ils examinent de près cette affaire.